Encore une masterclass, les amis. Beaucoup de personnes m'ont demandé d'inviter la personne qui est avec moi. Donc, j'ai usé de mon réseau. Maintenant que je suis youtubeur zarmant, entre guillemets, connu, je peux quand même essayer d'avoir les personnes que j'aimerais avoir à côté de moi et d'écouter ce que ces personnes ont à dire quand elles sont chez moi. Car quand on vient chez Rob, on peut dire tout ce qu'on veut. La vérité, rien que la vérité, sans langue de bois. C'est ça qui fait justement que vous aimez me regarder et m'écouter. Donc, je suis avec... Monsieur Baptiste Marchais. Donc les amis, attention. Là, ça va être en 3 volets. Le premier volet, c'est de parler de qui est Baptiste Marchais, où est-ce qu'il a grandi, quelle a été son éducation, est-ce que ses parents étaient des gens aisés ou pas, qu'est-ce qui l'a conduit à être quelqu'un qui aime le bench, qu'est-ce qui l'a conduit à se lancer sur les réseaux. Deuxième partie, YouTube, les conseils en musculation, les repas de seigneur, le cigare, les tracteurs, les armes, les chapeaux de cow-boy. Ouais, je sais, ça fait quand même beaucoup pour une même personne. Même lui, ça le fait marrer, tu vois. Quand on dépeint commentait, ça, tu te dis, c'est moi qui fais tout ça. Et bien évidemment, ce qui l'a rendu clivant, parler de la politique en faisant intervenir des personnes qui sont l'axe du mal. Et la troisième vidéo, on va parler des États-Unis, on va parler du business, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de quelqu'un qui est parti entre guillemets de rien pour construire un business solide qui marche. Donc, vous avez bien compris que là, c'est vraiment du sérieux. Et je suis follement excité de pouvoir poser toutes les questions que je me pose sur cet énergumène depuis la première fois où je l'ai vu dans son canapé en train de fumer un cigare et de parler de développé couché. Je me dis, mais il sort d'où ce mec? Donc les amis, je vous ai mis l'eau à la bouche, je le sais, mais avant même qu'on rentre dans le vif du sujet et que vous découvriez qui est la personne qui se cache derrière les développés couchés et le cigare, vous avez 2 choses à faire. Vous abonner à la chaîne et mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais vous faire mon intro légendaire qui plaît à tant et qui déplaît à certains. Je ne vais pas vous mentir, même moi je la trouve tellement longue. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Ça te fait marrer, toi, hein, ça le fait marrer. Baptiste, je ne sais même pas par où commencer, c'est un honneur pour moi de t'avoir à côté de moi. Donc, est-ce que tu pourrais me dire qui es-tu? Où est-ce que tu as grandi déjà pour commencer? Bah écoute, merci de m'avoir invité déjà, c'est sympa. Je suis aussi content d'être là. J'ai vu plusieurs de tes entretiens, donc j'étais assez. Enfin, quand t'es passé par Hugo pour me demander, j'étais assez content. Je me suis dit, ça va être Donc, bon, c'est une bonne chose à faire, quoi. je tiens à le dire, bon, voilà, je suis passé par Papacito. Bon, les gens vont me targuer parce que Papacito, c'est Axe du Mal. Pour Ouais, pouvoir mais comme avoir c'est un de mes Baptiste. meilleurs potes, c'est Ouais. plus pratique. C'est la famille, quoi, c'est la famille. Hmm. Donc alors, dans cette première partie, j'aimerais que les gens découvrent qui tu es. À savoir, où est-ce que tu as grandi. Pour les gens qui savent pas encore, hein, parce que j'ai. Ah, t'en as déjà parlé? Plein de fois. Bon, ben, on va en reparler. Hein, quand même. Ça, toi, au moins, les gens pour qui ne savent pas vraiment, les gens qui n'ont pas capté que tu étais la personne que tu étais. Donc, d'où viens-tu? Alors moi, je suis né à Paris, mais j'ai jamais vécu à Paris. J'ai vécu en gros en banlieue. Quand j'étais plus jeune, en banlieue, type HLM, etc. Et après, j'ai grandi entre l'Oise, enfin la Picardie, quoi, et le Val d'Oise, en gros. Et donc, quel est le regard que toi, tu avais sur la banlieue quand tu y as grandi? Est-ce que tu étais du 95, tu Ouais, m'avais dit, c'est d'accord? ça. Villiers-le-Bel? Ouais, j'étais à l'école à Villiers-le-Bel, notamment. Ouais. Bah, le regard d'un... Je sais pas quoi te dire, c'est... Quand t'es petit, il n'y a pas de biais politique ou de trucs comme ça, tu sais, tu vois les choses telles qu'elles sont, tu vois. Et c'est pas des endroits qui sont plaisants à vivre. Il y a tout ce qu'il faut en vérité, hein, tu sais, en termes d'installation, etc. Quand j'étais dans le 95 dans HLM, j'avais 10 fois plus de trucs qu'après en Picardie. Hein. T'es resté jusqu'à quel âge en HLM dans le 95? Oh, je sais pas, une dizaine d'années en gros. D'accord. Et t'as beaucoup plus d'accès à tout pour le sport, les machins, t'as tout ce que tu veux quoi, en fait. Mais c'est pas plaisant parce que ça craint. Enfin, moi à un moment j'ai vécu avec ma mère et ma sœur, donc
toute seule, mère célibataire, c'était compliqué. Je me rappelle de ma soeur qui s'est fait suivre dans la cage d'escalier, ma mère qui essayait genre de, tu sais, un peu genre de la protéger et tout, mais bon, tu sais, c'est une petite femme de 50 kilos qui en a été obligée d'installer une porte blindée parce que, bah voilà, les trucs se faisaient cambrioler. Enfin, tu sais, c'est, voilà, quoi, la vie pas plaisante de banlieue, les mecs qui respectent rien. Je me rappelle, moi j'ai des bribes de souvenirs comme ça, mais qui m'ont marqué de trucs qui, je pense, plus tard ont joué, tu vois. Moi, je me rappelle d'un monsieur. C'était un black qui venait avec son fils à la salle de muscu, puis un jour je lui dis, il venait toujours avec son fils, puis un jour il vient avec un deuxième fils, tu vois. Et je lui dis, mais ça y est, tu mets tous tes fils à la muscu et tout, tu sais, je devais avoir 15 ans, tu vois. Et il me dit, ouais, il dit, mais moi j'ai toujours aimé le sport, je suis entraîneur de foot et tout, à Goussainville, donc c'est une ville qui était pas loin, pareil, c'est le même genre de ville. Et je lui dis, ah ouais, tu étais entraîneur de foot, il fait, ouais, mais j'ai arrêté. J'en peux plus, ils font n'importe quoi, l'équipe ils cassent les voitures sur le parking, ils se battent, j'ai dû aller devant la police et tout parce qu'ils ont volé, je sais plus quoi, genre des gens qui étaient venus assister à un match, enfin des trucs comme ça, tu vois. Et le mec il dit moi j'adore le foot et tout, mais j'arrête et tout. Il était archi triste le mec, tu vois. Et tu fais putain, tu vois, c'est terrible parce que c'est ce genre de mec, lui, ma mère, des gens comme ça, c'est les habitants de la banlieue qui subissent. C'est ceux qui y vivent pour de vrai et qui sont honnêtes, parce qu'il y en a plein. Et en fait, ces gens, ils subissent, et en fait, tu te sens abandonné. Parce que, en fait, le laxisme dont fait preuve l'État, etc., envers tous ces mecs-là, le fait de pas qu'il n'y ait pas d'ordre dans ce genre de banlieue et tout, t'as l'impression, tu te dis, bah, c'est bien pour les gens, on les sert, on leur laisse faire ce qu'ils veulent, mais pas du tout, parce que pour les gens qui sont honnêtes, en vérité, tu te sens juste abandonné. Quand t'appelles les flics et qu'ils viennent pas, typiquement, tu te dis, mais je comprends pas, je paye mes impôts comme tout le monde, pourquoi j'ai pas accès, quoi. Les voitures, je te dis, c'est toujours pareil, les bagnoles cramées et tout, tu sais, pour le gars qui habite en HLM ou la daronne qui habite, tu sais, qui le matin se lève et sa voiture elle est cassée, bah, en fait c'est des gros soucis, tu vois, c'est pas un petit caillou dans un truc, c'est des gros soucis, en fait ça pèse sur le moral de tout le monde et ça s'est dégradé d'année en année. Et d'ailleurs, nous on s'est barré comme presque tous ces gens-là, en fait, tout le monde est parti parce que si t'as pas d'attrait à vivre juste dans un délire communautaire, bah tu pars parce que en fait ça n'a que des désavantages de vivre là, tu vois. Donc, toi, tu as pu partir parce que bon, tu as eu ta mère qui a pu avoir les moyens de. Non, même pas. Non, bah mec, en Picardie ça vaut moins cher qu'en banlieue. Ouais. Hein. C'est pas vrai. Les gens ils vivent pas en banlieue parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre autre part. Tu crois que dans la Creuse ça vaut plus cher que Villiers-Belle ? Mais donc pour quelle raison ils restent enfermés ? Comme je t'ai dit, c'est un truc communautaire. Les gens qui restent aujourd'hui en banlieue, c'est que des gens qui veulent vivre dans leur communauté, tu vois. C'est tout. Ils restent là parce que c'est plus dur et puis parce que je te dis, il y a aussi l'accès à tout, tu vois, en banlieue. Donc c'est une question d'accessibilité, etc. Mais personne n'est enfermé en banlieue, c'est pas vrai, parce qu'il y a énormément d'endroits en France, tu vois. Alors après, il s'agit de trouver du travail aussi, tu vois. Les gens restent là où il y a du travail, tout ça. Mais moi, j'ai une famille très, très, très modeste. Et comme je t'ai dit, j'ai vécu avec ma mère célibataire et tout. Et quand elle s'est remariée, on est parti en Picardie, enfin la frontière de la Picardie, on va dire. On s'est exporté un petit peu parce que, bah voilà, il y avait une maison qui était super... très vieille, il y avait beaucoup de travaux à faire, donc c'était une occasion, tu vois, de pouvoir acheter quelque chose. Le fait qu'elle soit mariée, bah, 2 salaires, c'était un peu plus possible, mais c'est des tout petits salaires, tu vois, donc c'est pas l'argent qui nous faisait rester en banlieue, quoi. C'est juste que avant c'était bien, quand à l'époque où mes grands-parents sont installés, c'était bien la banlieue, puis quand c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, ils sont partis, c'est tout. Hein. Et tu penses que le fait d'être blanc, avec une mère célibataire blanche, oui, bien sûr. C'était un facteur encore plus... Bah, comme je te dis, en fait, le truc, c'est que t'as pas. En fait, je pense que il y a beaucoup de mecs qui restent, comme je t'ai dit, parce qu'il y a un attrait communautaire, parce que si t'es algérien, malien, etc., t'as plein de gens de ta culture sur place, etc. Donc tu te dis, bon, bah, je sais pas, c'est l'attrait certainement de vivre. Après, je peux pas parler à la place de ces gens-là, tu vois. Faudrait voir pourquoi ils restent vraiment là. Mais c'est vrai que quand t'es blanc, bah, t'es tout seul, parce qu'il y a très très peu de blancs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a quasiment plus. Moi, les immeubles où j'ai vécu, je suis quasiment sûr que si on y va, toi et moi maintenant, il y a 0 famille blanche, juste 0. Parce que déjà à l'époque où j'y étais, il y en avait très peu. Donc je pense qu'il y en a juste plus du tout, tu vois. Le fait de partir dans l'Oise, est-ce que tu t'es sorti mieux ou est-ce que tu avais quand même la mentalité du mec de banlieue ? Parce que même quand on grandit en banlieue, on finit par avoir une mentalité de banlieusard, qui va en province et qui se sent… Non, parce que moi j'ai toujours été quand même… En fait, si tu préfères, c'est que j'étais toujours ballotté entre ces deux cultures, entre la culture
de banlieue, entre guillemets, et la culture rurale, parce que tout le reste de ma famille, par contre, est dans à la campagne. D'accord, ok. Donc en fait, dès que je partais, tu vois, nous, on n'avait pas forcément les moyens de partir en vacances et tout, on allait simplement voir de la famille, dans le Marais près de Vin, des endroits comme ça, etc. Tu vois, moi, depuis tout petit, voilà, je me rappelle mon oncle il m'a appris à m'occuper des poules. C'est des conneries, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais dans cette culture-là. Donc en fait, arrivé dans l'Oise, tu te retrouves, pour moi, c'était à la maison, entre guillemets, enfin je connaissais quoi. Et donc cette culture, elle puis j'étais petit encore, donc j'ai pu, tu vois, me réapproprier vraiment la culture picarde et tout. Je vivais vraiment au bord de l'Oise, donc la culture du fleuve, la pêche, les bateaux, aller se baigner dans la rivière, enfin tous ces trucs-là, tu vois, j'ai grandi avec. Pour un enfant, ça devait être génial, non, de te retrouver, de sortir de l'urbain, de la banlieue, surtout Villiers-le-Bel. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment des banlieues. Bon, pas chaudes, mais c'est quand même des vraies banlieues. Moi, j'y étais des en vraies 2005, banlieues, par exemple. des vraies banlieues dures. Au moment Quoi. des grosses émeutes, j'y étais, tu vois. Donc, l'école primaire, elle a brûlé, le commissariat a brûlé aussi. Ouais, enfin, je me rappelle très bien être dans la voiture, aller à l'école et voir par les fenêtres, genre un truc. Alors, tu sais, quand t'es petit, tu vois tout x10, mais je veux dire, les voitures retournées, brûlées, l'école brûlée, tout, c'est pas normal pour un gosse. En 2005, les grosses émeutes, pour ceux qu'on connu, à cause du mec qui s'était foutu dans le truc électrique, je crois que c'était ça, ou je me rappelle plus. C'était, tu vois. Donc oui, c'est sûr que c'était spécial quand même comme ambiance. Et donc quand tu es parti dans l'Oise, tu te retrouves à pouvoir aller dans des étangs, à pouvoir pêcher, à pouvoir t'occuper des poules comme dans ton enfance, avec ton oncle et tout. Donc là, tu te ressens revivre, j'imagine. Bah après, tu te sens à ta place peut-être. Ouais, voilà. Et puis quand t'es un petit garçon, que t'as été élevé un peu comme ça et tout, t'es débrouillard, tu sais. En fait, en gros, tout ce que t'as pas en banlieue, tu sais, il n'y avait plus de square, des trucs comme ça, il n'y avait plus tout ça, tu vois. Plus d'espace, quoi. Mais par contre, tu trouves toujours plein de trucs à faire, ouais, c'est clair. T'attends tous les mecs je sais que tous les mecs de la campagne qui me regardent, qui nous suivent, ils savent très bien comment on a grandi, quoi. On s'amuse de tout parce que bah t'es lâché un peu dans la nature et que si c'était une pierre, une flaque, n'importe quoi, tu trouves des trucs à faire. Tu fais Moi, je me rappelle avec mes potes construire des tremplins, tu sais, avec des planches de bois pour faire des tremplins à vélo, enfin des conneries comme ça, tu vois. Mais c'est c'est beaucoup plus ça en vérité. Hein. Et t'as pu t'intégrer facilement là-bas? Oui, j'étais petit et tout, t'arrives à l'école, bon ça va, tu vois. Et donc alors, quelle a été, dès que t'es parti dans le Villiers-le-Bel, quelle a été ton enfance dans l'Oise? Bah écoute, j'ai été sportif assez tôt. Donc en gros, fin du collège, j'ai commencé à me mettre vraiment au sport. Et après, à rentrer dans le sport de haut niveau au moment du lycée et tout. Donc avant ça, j'ai pas eu une enfance particulière. Comme je te dis, famille modeste, voilà, j'ai une éducation très stricte. Et sinon, mes parents, ils responsabilisent, tu vois, c'est-à-dire, j'ai pas été materné du tout, tu sais, ils te couvrent pas, surtout quand t'es un garçon. Ils sont pas là, tu sais, en mode mon petit chéri et tout, donc en fait, ils te laissent découvrir la vie. Donc bah ouais, j'ai eu 3 fois le coude cassé, une fois le poignet, enfin tu sais, je me suis fait plein de trucs comme ça, des fractures, je me suis ouvert la tête et tout, parce que bah, t'es un garçon, tu fais des trucs, bah voilà, tu vois. Mais moi, je trouve, honnêtement, je remercie vraiment mes parents, ils m'ont donné une bonne éducation, parce qu'à la maison, c'est très strict. T'étais plutôt catholique? Alors, en fait, ils sont juste catholiques de tradition, mais j'ai pas eu d'éducation catholique. Ça, je l'ai fait plus tard, tu vois. Mais, tu l'as fait par ton propre chef. Ouais. Mais bon, après, ils sont catholiques vraiment de tradition, tu vois. Il y a quand même un crucifix à la maison, il y a quand même ce genre de choses, tu vois. Mais voilà, ma mère, elle m'a jamais emmené à la messe ou au catéchisme. Donc, après, c'est venu de mon propre chef. Mais comme je dis, je remercie mes parents parce qu'ils m'ont donné la bonne éducation, je pense, c'est-à-dire stricte avec des règles, etc. Mais de la responsabilité, tu vois, ils m'ont laissé découvrir la vie. Top. Et donc, au niveau de ton parcours scolaire, est-ce que Baptiste Marchais, est-ce qu'il a des diplômes? Jusqu'où il est allé? T'as un bac quoi? L. Bac L, d'accord. Oui, ma mère est prof de français. Ok. Et puis même moi, j'étais pas du tout... Bon, moi, j'ai détesté l'école. Et je déteste Qu'est-ce encore que c'est aujourd'hui. De détester l'école? Ouais, et puis encore aujourd'hui, tu vois, je vais pas faire le vieux con en gros, tu sais, après à dire à tes gosses, ouais, il faut que tu travailles bien à l'école et tout. Non, c'est de la merde, vraiment, je le dis. Le système d'éducation nationale, il est horrible. Moi, j'ai détesté jusqu'au lycée. Au lycée, j'ai vraiment passé du super moment parce que bah, j'allais plus en cours, tout simplement. J'avais voyé mes potes et que je passais du bon temps et que tu vas au cours que tu veux, et voilà, tu vois. Donc, je suis arrivé au bac, j'avais le 2e record d'absence du lycée. Bravo. Et la première devant moi, elle avait un cancer, donc ça compte pas trop. donc sinon, c'était moi, tu vois, juste derrière. Enfin voilà, tu vois, j'habitais pas loin du lycée, pour donner un ordre d'idée, ce que je faisais au bac blanc, c'était le bac blanc, tu vois. Et
dès le début, genre au bout de 10 minutes, je dis au prof, je peux aller aux toilettes? Il me dit oui. Je suis sorti du lycée, je suis rentré chez moi, j'ai joué au PC pendant 3 heures, je suis retourné à la fin du truc. Et il y avait un pote à moi qui attendait que je revienne. Mais il savait, les gens m'avaient vu me barrer et tout le monde savait que je m'étais barré. Et en fait, il demandait au prof, je peux aller aux toilettes? Et le prof, il lui disait, oui, mais quand Baptiste y revient? D'accord. Et mon pote, il en pouvait plus, il disait, mais il va pas revenir. Mais voilà, tu vois, c'était vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai passé de super bons moments et c'était vraiment des très bons souvenirs. Mais l'école en soi, c'est vraiment énormément de temps perdu. Je me suis cultivé totalement à côté de l'école, totalement après l'école. Tu t'es cultivé pendant que tu étais à l'école et que tu faisais l'école buissonnière ou Ouais, pendant et après, vraiment. Enfin, voilà, tu vois. Je pense que, de toute façon, notre système d'éducation est super mal fait. Il est super mal fait. Tu restes 7 heures, 8 heures de cours par jour. C'est énorme. C'est énorme par rapport à n'importe quel autre système d'éducation qui sont bien plus performants que le nôtre, que ce soit en Europe, genre en Finlande, etc., au Japon, où leur système d'éducation est beaucoup plus performant et les mecs ont 4 heures de cours, tu vois. Enfin, des heures et des heures à apprendre des trucs qui sont complètement inutiles, qui sont des spécialisations. Et puis en fait, on t'entraîne juste à avoir de la mémoire. En gros, on récompense les mecs qui ont une putain de mémoire de cheval, qui savent tout bien réciter par cœur. Pas grave s'ils sont pas intelligents, pas grave s'ils sont pas logiques, on s'en bat les couilles. Du moment que tu sais bien réciter ce qu'on t'a appris, c'est bon, tu vois. C'est vraiment... c'est honteux, même je trouve franchement il fout la honte notre système d'éducation, tu vois. Les programmes sont dépassés à mort, les profs c'est que des vieux boomers de gauche insupportables. Enfin vraiment c'est infect, vraiment, tu vois. Et franchement je suis sûr qu'il y a énormément... Alors après, il faut voir pourquoi tu sèches l'école, pourquoi tu branles rien à l'école, t'as des gens qui veulent juste rien branler. Mais je pense que t'as plein de jeunes qui ont bien mieux à faire, qui se cassent en apprentissage, qui apprennent un métier, ou même qui vivent de leur passion à côté, qui essaient d'apprendre des trucs par eux-mêmes. Et laisser tomber l'école, parce que vraiment, à part si tu veux faire un cursus, en fait, tu es obligé d'y passer quand tu veux un cursus voilà, universitaire, machin, que tu veux viser un métier, tu vois, tu as un métier, c'est ta passion, bah tu vas devoir te taper des dizaines d'heures de trucs qui te servent absolument à rien, et c'est terrible, tu vois, parce que tu pourrais déjà peut-être commencer à t'avancer et apprendre pour ton métier. Non, le système mec qui veut être, t'as les petits garçons, ils veulent être paléontologues parce qu'ils kiffent les dinosaures, va falloir qu'ils se tapent des heures et des heures de maths, de trigonométrie, etc. Aucun rapport. Aucun rapport avec le paléontologue. Mais comme il faut qu'il fasse un cursus scientifique, va falloir qu'il se tape absolument tout ça. Et en fait, il y en a plein que ça dégoûte même parce que, voilà, tu vois. Donc, moi, j'avais pas de visée comme ça. Mais bien toi, par exemple, t'avais un métier de rêve quand tu étais plus jeune? Quand j'étais tout petit, peut-être, mais après, non, j'avais pas de métier de rêve, tu vois. Ce que je voulais, c'était me barrer de l'école déjà, tu vois. Et donc, une fois que tu as eu ton bac L, qu'est-ce que tu as fait? Tu es rentré dans la vie active? Le truc, c'est que là, à ce moment-là, quand je suis arrivé au lycée et que j'ai commencé le sport, puis le sport de haut niveau. Là, c'est devenu ma passion. Tu faisais quoi c'est devenu mon but dans la vie. à l'époque? Je faisais du développé couché. Déjà développé couché? Ah ouais. Okay. Je faisais du développé couché. J'ai fait mes premières compétitions internationales. J'avais 16 ans. Donc, j'étais déjà dans le but de devenir professionnel et de vivre de ça. Donc, pour moi, ça y est, c'était tout tracé. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis toute ma vie autour de ça. Je me suis dit, il faut arriver à ça. Et donc, bien sûr, c'est très compliqué parce que tous les gens te disent... Moi, je me rappelle, et je en croise encore aujourd'hui, des gens qui me disaient, Baptiste, tu pourras pas vivre de ça. Surtout, c'est pas un sport qui fait... C'est pas un sport roi, quoi. C'est pas le foot, tu feras pas ton métier, fais quelque chose. La muscu, c'est pas un métier, machin. Bon, tous ces mecs-là, aujourd'hui, m'achètent des programmes. Ah oui, j'imagine. Voilà. Bien bouffer. Donc, c'est ça, parce que, évidemment, tu vois, c'est très compliqué de dire, ouais, je sens tout autour de l'entraînement, moi, je veux être champion de record, etc. Les gens, ils y croient qu'à moitié. Après, quand tu commences à vraiment performer et tout, là, ils commencent à croire. Mais ce qui est dur, c'est tout le début, quoi. Donc, quand je suis sorti du lycée, je me suis dit, bon, il me faut un métier qui me rapporte assez pour financer tout ça. D'accord. Donc là, l'optique, simplement, c'était que tu as un métier alimentaire qui te permet de financer ta passion et l'entraînement, etc., pour ensuite vivre de ça. Parce que, bien évidemment, en France, il n'y a aucune institution comme l'INSEP ou autre qui te couvre comme les judokas professionnels non, il n'y a rien, football, tout le monde s'en bat les couilles. Et ça, c'est le cas pour énormément de sports, c'est pas que le développé couché. Donc là, il faut te démerder par toi-même. Donc je me suis dit, bon, ok, mais par contre, je peux pas travailler tous les jours de 8h à 17h, en fait, parce que les mecs contre qui je concours, comme je t'ai dit, à l'époque, je concourais déjà en international, eux, ils sont déjà pros. En fait, les Ukrainiens, les Hongrois, les mecs, ces mecs-là, les Polonais, ils sont pros, eux, ils sont payés pour ça, tu vois. Donc du coup, j'étais déjà balèze. J'avais, je te dis, juste un bac, j'ai fait, allez hop, évideur, c'est très bien, ça me permet de travailler samedi, juste le week-end, vendredi, samedi, et d'avoir la semaine tranquille. Et donc, je me suis lancé là-dedans, tu vois. J'avais quelques contacts, des potes, etc. J'ai commencé avec des petites portes de merde mal payées, puis avec les années, après, à la fin, j'étais bien, tu vois.
Et donc, tu as fait videur pendant combien d'années? 8 ans. Et ça te rapportait combien à peu près Bah, ça dépend, mais en gros, à la fin, je prenais entre 150 balles et 200 balles la soirée. Je travaillais 2 fois par semaine. Tu fais un salaire de 1006 net, tu vois, en travaillant juste 2 jours. Et Et à côté de ça, j'avais développé mon. J'ai commencé à me former. En fait, en gros, en parallèle d'athlète, j'ai commencé à me former en entraîneur, tu vois, parce que c'est vraiment 2 trucs différents. D'accord. Donc, j'ai commencé à me former pour entraîner en me disant, voilà, je vais pouvoir faire ça en parallèle. Et ce qui fait que les dernières années avant YouTube, j'étais même plus videur. J'étais vraiment juste, j'avais ma boîte de coaching en ligne et l'entraînement, avec entre les petits sponsors que j'avais, etc. Bah, j'étais ric-rac, tu vois, au niveau budget, mais ça tenait quoi. Ça me permettait de partir à l'international, faire les compétitions. Et ça coûte combien ta pratique du sport de haut niveau dans le développé couché? Ça C'est quoi coûte cher, le budget quand même. grosso modo par mois? C'est quoi? Je sais pas, mais Grosso modo, quoi. ça coûte cher parce que la bouffe coûte cher. Ouais. Si t'as pas, en fait, si t'as aucun sponsor, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, déjà rien que les compétitions, tu vois, faut partir à des endroits, genre les États-Unis, la Russie et tout. Donc rien que ça, tu te dis ok, il faut mettre 2000 balles ou 3000 balles dans un voyage. Bah en fait, il faut économiser toute l'année pour ça. Donc déjà, rien que ça, c'est trop compliqué, tu vois. Et quand tu gagnes de l'argent Bah, il y a très peu de compétitions avec des cash prize. Okay. J'en ai fait. J'ai fait une compétition avec un cash prize où j'ai été 4e à 2,5 kg près, et si j'avais été 3e, je gagnais 750 €. Wow. Tu vois, c'était déjà ça, quoi. Rien, mais c'est que dalle, ouais. C'est que dalle. La première place prenait 2000 balles et tout. Après, sinon, pour les très gros trucs, tu vas avoir des compétitions qui vont me donner 10 000 balles, des choses comme ça, quoi. Mais bon, ça reste très marginal et c'est vraiment pour du niveau. Généralement, c'est du toute catégorie, etc. Et t'as jamais pensé à faire comme le mec qui fait Game of Thrones, moi, cette discipline-là de strongman, où ils font plus de strongman? Parce que c'est une discipline, bon, dans votre domaine, qui est la plus connue, et là où il y a le plus de visibilité. En vrai, non. Ah non? Ah ouais? Alors déjà, d'une, c'est très bizarre. En vrai, pour toi, ça te paraît logique de demander ça, mais c'est 2 disciplines complètement différentes. C'est vraiment comme si tu demandais à un mec qui faisait du marathon, tu dis, ça t'a jamais dit de faire du sprint? Parce que les sprinteurs, ils sont quand même plus connus. Bah ouais, mais moi, je fais du marathon, ça n'a aucun rapport, tu vois. Donc ça n'a vraiment aucun rapport avec le développé couché pour le coup. La seule rapport, entre guillemets, c'est que c'est un truc qui est basé sur la force, tu vois. Mais oui, mais bon, tu vois, genre, sinon, pour le reste, c'est un entraînement différent, tout est différent, quoi. Donc, et en plus, non, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, les mecs que tu vois là, comme tu parles, les mecs de Game of Thrones et tout, c'est combien d'athlètes ça? C'est 10 athlètes, mec. C'est 10 athlètes dans le monde, c'est tout. Tous les autres, même à haut niveau, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Tu vois, en France, tu es strongman, tu es l'homme le plus fort de France, comme Aurélien Lejeune, tu gagnes 0. Vraiment, rien du tout là pour le coup. Donc, et si tu développes pas un business de coaching comme toi tu as pu le faire, si tu fais pas d'autres trucs à côté et tout, c'est mort, tu vois. Donc le power, c'est quand même, il y a quand même beaucoup plus de mecs qui vivent de ça. C'est quand même beaucoup plus pratiqué, beaucoup plus développé. Donc c'est plus facile quand même par le power, tu vois. Surtout à l'époque où moi j'ai démarré, où le strongman, c'était en France, il n'y avait même pas de compétition, tu vois, quasiment. C'était complètement marginal. Donc ça veut dire qu'à 16 ans, comme tu l'as dit, tu étais déjà dans cette discipline-là. Ouais. Donc ça veut dire qu'à 16 ans, tu pesais combien? Tu étais déjà très balèze physiquement? Ouais, je faisais 90 kilos et à 17 ans, je passais dans les moins de 100. Donc, Et donc c'était quoi ta diète à l'époque? C'est-à-dire qu'à l'école, tu devais ramener tes gamelles et bouffer tout le temps? Ouais, c'est vrai. Tu devais choquer les gens, non? Ouais, surtout qu'à l'époque, mec, aujourd'hui, il y a plein de mecs, tu vas dans un lycée, il y a plein de mecs qui font de la muscu. muscu. Ils font de la muscu. Il y a plein de mecs qui font de la muscu maintenant. À l'époque, vraiment, j'étais tout seul et même à la salle de muscu, j'étais le petit jeune de la salle, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, des mecs de 16 ans, 17 piges, dans les salles de muscu, t'en croises plein. Mec, moi, j'étais vraiment le petit jeune de la salle. Je sais même pas si Fitness Park et tout ça existait à l'époque. Ça existe depuis 12 ans. Ouais, donc tu vois, c'était les débuts. Oui, et encore, il n'y en avait pas dans des villes comme la tienne. Non, c'était à Paris, c'était à Paris. Ouais, c'était vraiment le début. Donc tu vois, moi, tu allais dans des salles de sport associatives. Mais voilà, ouais. Enfin, c'était, voilà, tu vois, c'était vraiment… Et donc, à 16 ans, quand tu allais à l'école, c'était quoi ta diète journalière? Bah, le truc, c'est que c'était moins abouti qu'après, quand j'ai commencé à être, tu vois, au fur et à mesure que tu te renseignes et tout. Bah, au début, juste, je sais pas, tu sais, je mangeais… Je devais faire des trucs simples, du riz, des pâtes, de un shaker de prot, des trucs comme ça. Tu sais, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai eues après. Tu mangeais combien de fois dans la journée? Quand j'avais 16 ans ou après quand tu avais 16 ans, ouais. Je sais pas. Honnêtement, mec, je me rappelle pas, mec. Et après, quand tu as eu un bon niveau, 18, 19, 20 ans? Bah, quand j'étais vraiment pro, je mangeais 4 fois seulement parce que moi, j'avais un gros appétit, donc j'arrivais à faire toutes mes macros en 4 fois. En gros, je mangeais autour de 5000 calories par jour. Waouh! Pour rester à 100 kg, 98, 99 kg à peu près, voilà. Ouais. Mais quand on est… J'avais 2 gros repas solides et 2 repas liquides. J'avais un shaker de 900 calories que je prenais une fois le matin. C'était quoi ton shaker? Il y avait quoi dedans? C'était 500 ml de lait d'amande. Il y avait 100 g ou 150 g de patates douces en poudre ou de flocons d'avoine en poudre.
Il y avait 50 grammes de protéines d'œuf, il y avait 5 grammes de créatine. Voilà. Ça, c'était shaker voilà, réveil et avant de dormir. Et entre deux, j'avais 2 gros repas avec la viande, de la semoule, du riz, des trucs comme ça, quoi. On peut dire que l'alimentation dans ton sport est capitale, comme Ouais. au même titre que dans le bodybuilding, et c'est ça qui coûte extrêmement cher. Ça et les déplacements, comme je te dis, tu vois. Après, le matériel, un petit peu, mais une fois que tu en as acheté une fois, c'est bon, donc après, c'est les déplacements. Les déplacements, parce qu'il faut aller en compète. En fait, si tu veux monter un niveau et tout, il faut aller que tu ailles faire les bonnes compètes. Et les bonnes compètes, il faut se déplacer pour y aller. Il faut faire des perfs pour y être invité. Souvent, tu sais, c'est... En gros, dans ce sport, ça fonctionne surtout avec les performances. Voilà. Il faut être bon, quoi. En gros, les titres, ça veut globalement rien dire. T'as plein de mecs qui sont champions du monde, tout le monde s'en va les couilles. Vraiment, t'as des mecs qui vont pas être d'accord avec ce que je dis parce qu'ils veulent se branler sur leur titre. Mais moi, j'ai été 3 fois champion d'Europe, on s'en branle. C'est vraiment pas ça que j'ai fait de plus, tu vois. C'est vraiment pas ça qui a été le mieux dans ma carrière. C'est pas d'être champion d'Europe parce qu'on s'en branle de ça. Ce qui compte, c'était vraiment de faire des perfs, tu vois, d'avoir le record. Par exemple, j'ai le record de France encore aujourd'hui. Toute fédération confondue des moins de 100 kilos, ça vaut plus, entre guillemets, que champion d'Europe, champion du monde ou n'importe quoi, tu vois. Parce que champion d'Europe, ça veut dire champion à l'instant T avec les gens qui sont dans ta catégorie, dans cette fédération-là. On s'en fout, tu vois, mec, on s'en fout. Ce qui compte, c'est quel classement t'as, toute fédération confondue, un truc mondial. Moi, pendant un moment, j'ai été 100e. Alors maintenant, j'ai dû baisser dans le classement. Pendant un moment, j'ai été 100e meilleure performance mondiale de tous les temps, des moins de 100 kilos. J'étais beaucoup plus fier de ça, tu vois, que de n'importe quel titre. Tu vois, j'aurais pu être double champion du monde, j'en aurais battu les couilles. Et d'ailleurs, j'avais même pas le championnat du monde, généralement. Pourquoi? Ça n'a aucun intérêt. Donc, tu gagnes des compétitions internationales, tu es champion d'Europe, tu gagnes des titres en France, tu lances un site de coaching. Donc, on va dire que dans ton milieu du bench, tu commences à être très connu. Ouais, dans le microcosme du bench français, oui. Et j'imagine que là, des sponsors sont venus taper à ta porte pour se servir de ton image, Pour pour m'aider, promouvoir leurs produits. ça m'a aidé, ça me permettait de payer les déplacements, typiquement, tu vois, d'aller aux États-Unis, etc. Voilà. Puis j'ai pu commencer à signer avec des bons coachs et j'ai signé. En fait, j'avais déjà un très bon coach. La chance que j'ai eue, c'est très jeune, j'ai été pris par Didier Michelon, sous son aile, qui serait, pour le coup, je pense, un mec très intéressant à faire venir ici parce Avec qu'il plaisir. est très peu connu sur les réseaux, alors qu'il a été 33 fois champion du monde de développé couché. D'accord. Il a une des plus grosses barres, je me demande si c'est pas la plus grosse barre de développé couché équipée française de tous les temps. C'est vraiment, pour lui, il est connu vraiment partout dans le bench équipé. C'est une sommité, il a fait 375 kg au développé couché équipé. C'est énorme. Ouais, en plus, il a dû faire cette barre quand il avait plus de 50 ans. Donc, enfin voilà. Et j'ai eu la chance, en fait, par un pote, de le rencontrer quand j'avais 15 ans, quoi. Et lui, directement, il m'a dit, à l'époque, comme je te dis, il n'y avait pas de jeunes et tout, tu vois. Mais lui, il avait envie de transmettre, il avait déjà 50 piges. Tu vois, sa carrière, elle était quand même faite, même s'il a performé encore après. Il m'a dit, écoute, moi, je te prends. Il voyait que j'étais motivé parce que j'avais déjà des débuts de perf, alors que j'étais tout seul, j'avais rien, je lisais les magazines, tu sais, j'avais rien pour reconnaître le power. C'était vraiment, tu vois, un petit article dans Flex Magazine de temps en temps. Oui, moi, je disais Flex Magazine, c'était vraiment. Voilà, un petit article de temps en temps sur le power, des trucs comme ça glanés sur Internet. Je parlais pas anglais à l'époque, la galère, quoi. Il m'a dit, t'es motivé, je te prends sous mon aile, je t'entraîne et dans 1 an, je t'emmène en championnat de France. Tu vois. C'est ce qu'il a fait. Première année, j'ai fait champion de France sub-junior, donc teenager, tu vois, à 16 ans, un truc comme ça, en moins de 90 kg, avec une barre à 157 kg. Là, c'était ma première barre en compétition, 157,5, tu vois. Et là, c'était lancé, il m'a coaché pendant des années et arrivé en 2016, j'ai fait 220 kg au développé couché, en row, parce que lui, c'était un spécialiste du bench équipé, tu vois, en row, donc sans maillot, sans rien, quoi. Et c'était le record de France. Et puis là, il m'a dit, écoute, moi je t'ai donné tout ce que je sais. Maintenant, il faut que tu ailles plus loin. D'accord. Il faut que tu ailles chercher un spécialiste du RAW, un coach international et tout. Donc en plus, tu vois, le mec est vraiment... Il est humble. De ouf, tu vois, de ouf. Parce que toutes les bases de ce que je connais sur le développé couché, c'est lui qui me les a données, vraiment, tu vois. Et le gars, quand il est arrivé au bout de son enseignement, il a l'humilité de dire, il faut que tu ailles chercher plus loin. Tu vois, ça, c'est un vrai champion, Ouais, tu vois, c'est un vrai coach, un vrai athlète, c'est voilà, c'est la grande classe, tu vois, Didier Michelon. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que cette discipline ne soit pas aussi visible comme le bodybuilding? Parce que bon, tu as beaucoup d'influenceurs, tu as beaucoup d'athlètes qui mettent en lumière ce sport. Après, que la verve que chacun peut avoir. Mais comment ça se fait qu'il n'y a que toi, alors qu'il y en a bien d'autres, hein, j'imagine, qui sont maintenant connus et qui font la promotion de manière positive de leur discipline? Non, je suis pas d'accord.
En fait, bon, déjà, il n'y a aucun influenceur, entre guillemets, quasiment, qui est athlète. Tous les mecs dont tu parles, c'est des influenceurs qui parlent de body, etc., qui s'y essaient, etc., mais ce pas des grands athlètes de body qui sont ensuite devenus influenceurs. Donc en fait, aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein d'influenceurs qui parlent du power aussi. C'est devenu, depuis quelques années, tu vois, regarde, moi j'ai été sur la chaîne de Nassim, c'est quand même une grosse chaîne de muscu, Jean Honche, qu'on a parlé, même Thibaut Inchep, enfin, tout le monde en a parlé. Oui, donc, mais depuis quelques années, comme ouais, depuis quelques années, mais c'était avant que j'arrive, tu vois. Donc ça a pris avec les réseaux et tout, ça a pris. Et maintenant, en compétition, il y a 10 fois plus de monde en France. On a beaucoup plus de licenciés et tout. C'est grâce à tout ça, ouais. Parce que les mecs se sont rendus compte que les perfs, ça comptait aussi, que c'était pas un sport de bourrin, que c'était hyper technique, que c'était un sport à part entière. Et le populariser, ça a fait grandir sa notoriété. Et, moi, je suis très content de ça. Et tu penses qu'aujourd'hui, on y viendra dans la deuxième partie de la vidéo, tu penses qu'aujourd'hui, tu fais partie, on peut dire que tu es la personne la plus influente dans le bench? Ah bah dans le bench, ouais, oui. Mais déjà, le truc aussi, c'est que je suis le seul à être un athlète avant d'être un influenceur. Absolument, ouais. Donc tu sais de quoi tu parles. Je suis le seul. Le problème, c'est que c'est ça, c'est que moi, les compétitions, etc., je les ai vécues pendant des années, et puis des grosses compétitions partout. J'étais dans des salles d'entraînement avec les mecs, des mecs qui se branlent sur des documentaires ou des machins, moi j'y étais, tu vois. Moi, je me suis entraîné avec Thor Bjornsson, le mec dont tu parlais de Game of Thrones, en Islande. Tu t'entraînes en Islande, quoi. Mais à l'époque, il n'était pas connu. Il n'y avait pas Game of Thrones et tout. À l'époque, il était connu que des mecs qui étaient fans de Strongman. Oui, parce que eux, aujourd'hui, si je voulais m'entraîner avec lui, ça serait impossible. C'est trop compliqué, tu vois, parce que maintenant, c'est une énorme star. À l'époque, t'allais au nid des géants. J'ai oublié le nom en parce islandais. que eux, dans leur pays, à la différence de notre pays, c'est que eux, limite, c'est une discipline. Ouais, c'est la discipline de leur pays. Ouais. Et quand on en fait, on a un dieu vivant, quoi. C'est ça. Mais tu sais, même le powerlifting, il y a plein de pays où j'ai été où c'est vraiment des sports très reconnus. Moi, j'ai été au championnat d'Europe en Géorgie, ministre des Sports, des taxis qui nous attendent à l'aéroport, les journalistes, la télé, des athlètes, la télé, etc. Comme des athlètes de la grande université de Tbilissi, donc de la capitale, réservée pour le championnat. Enfin, tu vois, genre... et tu rentres en France, puis... oui, mais justement, le dernier des années, quand on voit ça, on se dit que sa notoriété peut servir à accomplir le même type d'événements qui sont faits dans ce genre de pays, ou bien on se dit vas-y, fuck, les Françaises n'ont rien compris et je vais aller là où l'herbe est plus verte pour ma discipline, par exemple. Plutôt qu'essayer de faire avancer la discipline dans mon pays pour que ce soit pareil. Je la fais avancer parce que le fait de faire des vidéos dessus, d'essayer de donner des conseils, je forme. Aujourd'hui, je me suis fait former à l'international par les meilleurs mondiaux pour pouvoir avoir un cours de développé couché. Donc, je fais des cours particuliers de développé couché, j'anime des stages de développé couché. Les gens, ils me contactent, je fais des cours particuliers. Même le mec lambda, que ce soit du niveau 0 au mec qui fait de la compète, je fais des cours particuliers et tout. Donc, je transmets quand même un maximum de savoir et j'ai popularisé beaucoup de techniques qui étaient connues que de l'élite ou connues que à l'Inter, qui n'étaient pas connues en France. Donc j'ai l'impression de mettre quand même ma pièce à l'édifice, tu vois. Mine de rien, j'ai quand même un peu popularisé le sport avec la chaîne YouTube, même si c'est vrai que j'en parle pas énormément, mais j'en ai fait un peu sur la chaîne. Donc quand même, tu vois, je mets ma pièce à l'édifice. Après, on ne changera pas. Le problème, c'est que c'est pas à notre niveau qu'on peut faire quelque chose ou non. Le truc, tu vois, il y a Kevin Meyers, tu vois, qui c'est un immense athlète, record du monde de décathlon. Donc décathlon, c'est 10 disciplines d'athlétisme. Donc c'est un sport. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Le mec, en gros, si tu préfères, tu prends ce mec-là, tu le mets dans une discipline. Il a le niveau national, voire meilleur dans toutes les disciplines pour des mecs qui sont spécialisés. Tu prends le javelot, par exemple, tu prends des mecs qui font que du javelot, le niveau, on va dire, champion de France, il est meilleur. Tu vas dire à peu près, quoi. Enfin, alors que lui, il fait 10 disciplines, tu vois. Donc, bien sûr, il ne pourrait pas se battre contre un javelotiste olympique ou un mec comme ça. Mais en gros, le mec a le niveau national partout alors qu'il fait 10 trucs. Enfin, toi qui vois ce que ça représente, tu vois, la spécialisation, c'est un truc de fou. Le mec, il est record du monde, enfin, c'est un monstre. Et le mec, il disait, ouais, moi, j'ai jamais rien eu. Il dit, il a fallu que je sois record du monde. Et après, on a commencé à me dire, on va te payer un soigneur, un nutritionniste. Mais c'est trop tard. Ça y est, maintenant, je suis record du monde, j'ai des sponsors, machin et tout. Il dit, moi, je connais des mecs qui ont le niveau d'être sur des podiums, mais qui ne peuvent pas parce qu'on ne leur en donne pas les moyens. Parce que c'est du décathlon et tout le monde s'en bat les couilles. T'as des mecs, ils sont au record du monde de lancer de poids. Je te jure que c'est vrai, ils sont plombiers. Oui, parce qu'il faut qu'ils vivent à côté. Parce qu'il n'y a rien. Voilà, y a rien. Donc ça, on ne pourra pas le changer. Toi et moi, on ne peut pas le changer. Il faudrait que ça change à niveau de l'État. On sait comment ça va être, tout est bloqué partout, donc ils s'en battront toujours les couilles. Qu'est-ce que tu veux faire ? En Russie, je me rappelle quand il y a eu les Jeux Olympiques à Sochi, il y a une powerlifteuse, une athlète de powerlifting, qui a tenu la flamme olympique. D'accord. Tu vois, c'est quand même reconnu. Mariana Nomova, c'est une jeune athlète, elle était jeune, genre elle avait été record à 14 ou 15 ans, c'était genre l'espoir du powerlifting.
elle a fait partie des athlètes qui ont tenu la flamme olympique. Putain, ça pète. Oui, tandis qu'en France, je rejoins ce que tu disais sur le fitness ou la musculation, On ce s'en ne bat sont les pas des athlètes qui sont les gens les plus connus quand font la promotion. Bon, j'aime beaucoup Mais même Thibaut si Inchep, c'était le cas, j'ai rien contre même si lui, mais c'était le cas, ça ce serait change plus rien. des gens comme ça qu'on mettrait en avant, alors que les vrais athlètes eux-mêmes qui investissent et qui ont des titres reconnus dans leur discipline, européens, mondialement, eux par contre, on les calcule pas. Mais mec, même dans des grosses disciplines comme la boxe, tu vois, aujourd'hui, Tony Yoka, il a la chance d'avoir une grosse couverture médiatique Absolument, parce qu'il est in, tu vois, il est entre in. guillemets. Donc, mais même lui va finir par aux États-Unis parce qu'on lui donne quand même pas les moyens De faire ce qu'ils peuvent d'être, de potentialiser, tu vois, de se potentialiser. Alors que je te dis, il a déjà beaucoup plus, tu vois. Moi, je connais bien, je suis pote avec Johan Duopa, d'accord, qui est quand même un des plus grands champions français de boxe anglaise, qui a combattu pour la ceinture poids lourd contre Wilder. Enfin, je sais pas si tu vois. Le mec, c'est un anonyme complet. Ah mais je le connais pas. Il par a exemple. jamais rien eu. Non mais pas. mec, Ouais, je connais c'est Johan Diop, c'est une sommité. Le gars, mais donc même dans ces grosses disciplines là que la boxe, on s'en bat les couilles. Tu fais pas du foot, tu fais pas du tennis, on s'en branle, t'es personne, c'est tout. Ou Tu vois. bien, On n'a pas de politique des sports en France. C'est terrible. On a organisé, c'est simple, l'année où on a décidé qu'on organisait les Jeux Olympiques, en même temps on a retiré plus de 20 millions du budget des sports. Wow. La même année. Donc en fait on fait des Jeux Olympiques, mais on fait rien pour avoir des athlètes. On va organiser des Jeux Olympiques où on va pas avoir d'athlètes français sur les podiums, si tu mais préfères. par contre, on tu fait vois. croire qu'au monde qu'on peut organiser. On les organise, mais c'est pour que les autres ils viennent, tu vois, performer quoi. C'est en fait, et tu vois, moi je me rappelle d'une histoire d'une athlète chinoise, tu vois, qui a gagné Roland Garros féminin. Bon, j'y connais rien en tennis, mais il me semble que c'est ça, tu vois. Elle a gagné Roland Garros et elle a renoncé à sa nationalité chinoise parce que le régime chinois lui prenait 50% de ses gains. D'accord. Ok. Et les gens ils disaient bah attends c'est normal, t'imagines tu gagnes et le régime il prend. Mais moi mec, mais je suis pas d'accord. Parce que si elle est championne de Roland Garros, c'est entièrement grâce à la Chine. Est-ce que c'est la Parce qu'en Chine fait, quand qui elle avait 6 ans et qu'elle Ouais, était dans ils son l'ont école pris de en merde, main, ouais. ils sont venus, ils ont dit ah t'es bonne au tennis, ils l'ont pris en main, ils ont des meilleurs entraîneurs, les meilleurs coachs, les machins, ils l'ont monté, tu vois. Moi, si la France fait ça, bon, mais ils peuvent prendre même 100% Ouais, je suis des gains, d'accord, tu vois. totalement d'accord. Si je record du monde, ils peuvent même tout prendre, j'en ai rien à branler. Donc c'est ça, tu vois, une politique. Moi, je sais de quoi je parle. Putain, je vis une partie de l'année aux États-Unis. Je sais ce que c'est qu'une politique sportive, tu vois, pour les jeunes. Quand tu vas les chercher au lycée, tu vois, puis à l'université avec des coachs diplômés d'État et tout, et que tu prends l'essence, la meilleure graine. Je le vois moi en basket, je le vois en football américain, hockey. en powerlifting aussi, parce qu'au Texas, c'est un des sports universitaires. D'accord. Je vois les mecs, tu vois, putain, tu vois, c'est. Les mecs, on leur donne des bourses, on les encadre, on leur dit vas-y, écoute, on va te donner un encadrement spécialisé pour que tu puisses quand même suivre les cours parce que faut pas croire qu'on leur dit genre allez les cours on s'en bat les couilles, maintenant tu vas faire des touchdowns. Non, on va leur dire ouais c'est plus compliqué parce que tu gères ton entraînement, donc tu vas avoir un encadrement pour que le scolaire quand même ça suive et que tu puisses faire des belles études et tout. Mec, putain, tu vois, t'as des sélectionneurs NFL qui viennent à l'université, ils viennent voir les étudiants jouer, tu vois. Enfin. Et en France, en vérité, entre guillemets, c'est le cas aussi, tu vois. Dans le rugby, tu vas avoir ce genre de truc. Mais en fait, c'est juste que là, il n'y a rien qui est fait pour ça. C'est vraiment le sélectionneur qui dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais aller voir jouer Mougin. Il y a peut-être des graines à aller voir. Parce qu'il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien qui aura été fait pour ces mecs-là, tu vois. On a des stars dans le rugby, c'est le meilleur exemple parce qu'on est un pays de rugby. Dans le sud, c'est leur culture. Je peux dire, moi, je passe beaucoup de temps dans la région du Bas-Saint-Thau, etc. Tu vois, donc dans la région de Sète et tout, t'as des mecs, c'est toute leur vie le rugby et tout. Il y a des mecs qui pourraient devenir des putains d'internationaux, mais mon gars, il faut qu'ils aillent labourer le champ, il faut qu'ils aillent souder, il faut qu'ils aillent faire de la plomberie, enfin, tu vois. Et en fait, tu peux pas faire ça et être à niveau international. Le sport de haut niveau, c'est un truc qui est chronophage. Ça te demande une dédication, enfin, merde, c'est quoi le mot en français, tu as de dédier entièrement ta vie à ça. C'est jaloux, ça peut pas partager ta vie avec autre chose, tu vois. Moi, quand j'étais au top de ma forme en bench, j'avais une vie monastique, mec. Je mangeais, je m'entraînais, je faisais mes étirements, tu vois, j'avais 3 entraînements par semaine, le reste c'était de la récup. 8 heures de sommeil par nuit, minimum 8-9 heures de sommeil, des journées calmes, tous les matins étirements, des visites chez l'ostéo tous les 3-4 semaines, des soins en cryothérapie, des massages des tissus Ça profonds. coûte de l'argent tout ça. Ouais, des massages des tissus profonds. La journée, j'allais jouer aux cartes, au café à côté, tu vois, pour être tranquille. Quand on m'appelait, les mecs, mes potes, ils savaient par exemple, tu vois, genre pour les déménagements, les conneries comme ça, tous les trucs physiques, tu vois, tout ce que je fais aujourd'hui et que je faisais avant, couper du bois, machin et tout, tous ces trucs-là, et j'ai évité au maximum de le faire, tu vois. Même la chasse, je me faisais des chasses plus tranquilles, je me faisais pas des gros treks comme là cette nuit, 5 heures d'affût, etc., d'approche, pardon, des trucs comme ça, parce que ça c'était de la calorie et tout, tu vois, qui partait pour autre chose, quoi. Donc je me privais de tous ces trucs-là, quoi.
Tu peux pas faire ça et en même temps bosser sur les chantiers, c'est pas possible, mec. Tu vois. Ou bien le seul moyen de réussir à générer du flux financier, c'est de devenir un auto-entrepreneur, de s'auto-gérer, de prendre une caméra et de se servir des moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Comme ce que tu as fait, ça va être la thématique de la deuxième partie. Donc cette première partie, Baptiste, elle est incroyable parce que là, moi, j'ai pu découvrir qui t'es, découvrir un peu ton mode de pensée, savoir d'où tu viens, découvrir ton sport également, qui est un sport malheureusement qui est orphelin, où il n'y a rien, quoi, on lui donne rien. C'est, En France. En France, ouais, il sort de la DAS, quoi, on lui donne rien, quoi, il est en chien. Quand je suis arrivé au Texas, mec, j'ai découvert un monde. Hein. Putain, Brian Les mecs, Dobson. ils m'ont donné un. Tu sais, il faut savoir que les États-Unis m'ont donné quand même un visa de sportif de haut niveau. C'est C'est-à-dire que j'ai incroyable. été reconnu officiellement comme sportif de niveau par le gouvernement américain, mais pas par le gouvernement français. Moi, je ne suis pas sportif de haut niveau aux yeux de l'État. Non, mais c'est un vrai Ah, paradoxe. aujourd'hui, je ne le suis plus pour rien. Non, mais parce que je le suis plus. c'est un vrai Mais à l'époque, paradoxe quand même. bah, j'ai dit, mais c'est incroyable, quoi. C'est un vrai paradoxe. C'est C'est comme s'il disait, bon, bah, viens chez nous, quoi, arrête de rester chez ces D'ailleurs, fatigués. c'est Ouais. ce qu'il me disait tout le temps. Hein. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Bon, en tout cas, merci pour cette première partie. Deuxième partie, on va voir comment tu as réussi à te construire une image que tu avais déjà, la partager avec un plus grand nombre et que ça marche et que tu deviennes aujourd'hui la personne la plus influente dans ton activité, dans ton sport en France et l'une des personnes les plus importantes entre guillemets mondialement, parce que maintenant les Américains t'ont adoubé et t'ont ouvert les portes du sport de haut niveau dans leur pays. Donc ça, rien que ça pour moi, et que tu t'entraînes au Métroflex et ta photo Métroflex, frère, tu peux mourir en paix, c'est bon, tu as fait ce que tu avais à faire. Donc les amis, c'est la fin de la première partie. Je ne sais même pas si je dois faire une conclusion parce qu'il y aura 3 parties. Donc en tout cas les amis, merci pour les commentaires que vous allez laisser. Soyez toujours courtois et polis, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'a dit l'interlocuteur. Nous sommes des gens intelligents. Le débat, quel qu'il soit, il est de bon ton, mais qu'il soit fait avec courtoisie et politesse, c'est la base. Est-ce que je peux dire un petit mot? Oui, je t'en prie. Je conseille aux gens de regarder la suite quand même. Parce Oui. que là, c'était la partie sympa où Ah oui, là, c'était je parle soft. de moi. Juste après, j'ai des trucs à dire quand même. Ah, ça va pas parler chinois les amis. Enjoy.